3, 1, 2, 3. Salut Emilien. Salut Romain. Écoute, je suis content de te recevoir là dans nos bureaux chez Greenwiz. Ça fait longtemps qu'on t'accompagne, que tu es proche de nous. On n'a jamais vraiment eu l'occasion de discuter comme ça et de se poser des questions qui nous intéressent. Et moi, j'ai 2 questions qui m'intéressent, que j'ai envie de te poser. La première, c'est savoir un peu quelle est ta vision en tant que sportif de haut niveau. Ah, j'ai oublié de dire quelque chose. Tu viens d'être double champion de France de biathlon en poursuite et en sprint. Et tu es multi-champion du monde. Non, mais je le dis parce que je sais qu'après, tu te vexes si on ne donne pas tout ton palmarès. Donc, je me permets de le dire. Donc, bref, revenons-en à mes questions. Donc, j'ai 2 questions à te poser. La première, c'est en tant que sportif de haut niveau, comment tu te positionnes par rapport au changement climatique? C'est-à-dire, quel est l'avenir pour toi des sports de neige, de glisse, notamment le biathlon, dans un monde dans lequel probablement il y aura de moins en moins de neige, ou en tout cas, il y aura de la neige, mais de plus en plus haut, ou dans des altitudes plus importantes, ou dans certains pays et pas dans d'autres. Comment est-ce que tu vois, de manière générale, un peu l'évolution du sport? L'évolution de mon sport, c'est des questions que je me pose quand même depuis quelques années, où en grandissant depuis mes 15 ans où je pratique cette discipline, j'ai vu l'enneigement évoluer. Je vois les sites de Coupe du Monde qui petit à petit ont moins de neige, où la neige naturelle est remplacée par de la neige artificielle. Et ça fait quelques années maintenant où je sens que même dans ma pratique, c'est un certain poids ou des fois une certaine limite. Euh, j'ai mes objectifs, j'ai mes rêves, mais à un moment donné, je veux qu'ils se concrétisent aussi d'une manière, on va dire, naturelle, ou à un moment donné, ça me prend de l'énergie des fois d'arriver sur un site de compétition, en fait, de voir seulement une bande de neige au milieu de l'herbe, tout simplement. Et ça me fait poser beaucoup de questions. Je vois l'évolution, j'essaie d'imaginer ce que peut être le biathlon de demain. Et Et c'est quoi le biathlon de demain, justement, là, tu crois? je pense que le biathlon de demain, c'est un sport qui comprend les enjeux, les problématiques auxquelles on fait face, et pas seulement le biathlon, je pense aussi à tous les autres sports d'hiver. Et la solution, parce qu'il y a toujours des intérêts économiques, que ce soit pour une fédé internationale, pour tout le monde, mais je pense qu'on peut continuer à courir, mais en optimisant les choses, soit courir plus souvent au même endroit, donc moins de déplacements, trouver des endroits où la neige naturelle est plus fréquente, notamment en Scandinavie, essayer d'avoir un calendrier parfois plus restreint. Et la première chose, je pense, sur laquelle on doit réussir à évoluer, c'est avoir cette capacité dès aujourd'hui et pas demain, de savoir dire non, d'arriver sur un site de Coupe du Monde, et si les conditions sont pas, euh, non pas optimales, mais en tout cas assez bonnes pour un bon déroulement d'une compétition, être capable de dire on ne court pas, parce que c'est la réalité en fait. Mhm. On n'est pas plus fort que la nature. On doit accepter en fait que ces changements ils vont nous amener en fait à avoir ce genre Mhm. de situation, et donc de prendre ces décisions-là de manière récurrente. Mais est-ce que ça implique que tu sois pas seul à penser ça? Est-ce qu'aujourd'hui, dans le monde des athlètes, enfin, notamment des biathlètes, parce que c'est ton monde, est-ce que vous êtes plein à penser comme ça? Ou est-ce que tu es seul parmi un univers de gens qui s'en foutent et qui, dans tous les cas, veulent courir? Je pense qu'on est de plus en plus à le ressentir, en tout cas. Malheureusement, la finalité, c'est que nous, notre métier, c'est athlète, donc on est là pour courir et performer. J'ai tendance à penser que ces décisions-là, elles doivent plutôt partir d'en haut, donc des fédérations internationales. Mais nous, en tant qu'athlètes, on a notre poids, on a notre mot à dire. Mais pour l'instant, je pense qu'on n'est pas entendu, ou du moins, on ne prend pas assez la parole sur ce sujet-là. Et ça, c'est quelque chose qui doit évoluer dans les mois, les années à venir. Mais c'est presque, et presque, ça devrait être vu comme une force. Mais les sports d'hiver, je veux dire, c'est très facile d'avoir les marqueurs et Mhm. les changements climatiques. Le manque de neige, c'est bien plus problématique pour l'économie de la montagne et pour le haut niveau que le fait qu'il fasse 3 ou 4 degrés de plus durant les Jeux de Paris, par exemple. Mhm. Donc nous, il y a vraiment euh, cette, cette réalité en fait du terrain qui nous montre l'évolution. Et je pense qu'on doit être capable de prendre des décisions fortes. Et peut-être que le monde du haut niveau en globalité euh, a besoin que les sports d'hiver en premier en fait prennent des décisions fortes. Mhm. Est-ce que, par exemple, tu penses qu'il faudrait aller jusqu'à
faire du ski roue quand il n'y a pas de neige? La chance de beaucoup de sports d'hiver, c'est qu'on est capable en fait de faire des courses tout aussi intéressantes l'été. Notamment le ski de fond, le biathlon. On peut pratiquer comme ça s'est fait sur Annecy ces dernières années avec le Martin Fourcade Nordic Festival. On peut faire des courses de biathlon avec ses skis roues, aller chercher aussi des endroits où on va moins déranger, on va Mmh. dire, la nature et ses habitants. Donc peut-être moins de déplacements aussi, et on peut continuer à pratiquer notre sport avec tout ce que ça engendre autour, une économie en fait. Donc on peut, sans changer un écosystème, continuer à pratiquer, mais de manière plus Mmh. responsable. Et je pense que c'est l'avenir aussi de notre sport, être capable petit à petit de passer d'un sport d'hiver à un sport d'été. Et après, tant mieux si l'hiver, les conditions sont réunies pour réaliser des Coupes du Monde, des Jeux Olympiques ou des Championnats du Monde. Mais je pense qu'il faut qu'on soit capable aujourd'hui de stopper encore une fois quand c'est juste impossible. Ok, et il y a aussi un autre sujet qui moi, m'intéresse, comme tu le sais, évidemment, c'est l'alimentation. C'est-à-dire comment est-ce qu'on fait évoluer notre alimentation pour la rendre compatible le plus possible avec les problématiques environnementales. Et on sait qu'aujourd'hui, ça passe par l'alimentation bio, notamment. Est-ce que le bio, est-ce que l'alimentation bio, c'est quelque chose qui est déjà très intégré dans la nutrition sportive? Est-ce que, par exemple, toi ou d'autres autour de toi dans le monde de la Coupe du Monde de biathlon, c'est des choses auxquelles vous êtes sensibles, que vous faites attention, que vous intégrez de plus en plus de produits bio? Comment ça se passe? Ça, globalement, tout le monde est assez sensible sur ce sujet. Moi, personnellement, de famille, en fait, depuis que j'ai 3 4 ans, mes parents étaient très sensibles au bio. Donc, c'est en fait dans mon alimentation, c'est quelque chose qui m'est naturel depuis des années. Aujourd'hui, encore plus, dans une recherche vraiment de performance, je trouve que c'est intéressant de faire attention à ce que je vais manger pour être certain aussi je veux dire, de la traçabilité, en tout Hmm. cas le fait de savoir qu'il n'y a pas de choses néfastes pour ma santé. Et derrière, il faut imaginer notre corps comme une sorte de voiture de course où en fait tout ce qui est le plus sain et le meilleur pour notre corps en fait va nous le rendre derrière, et l'énergie on sera de meilleure qualité. Donc oui, le bio, c'est quelque chose qui pour moi en fait est assez naturel. C'est pas quelque chose qui est venu récemment par une prise de conscience ou la volonté d'être ultra performant. Je pense que Hmm. même, j'en suis même quasi sûr, le jour où j'arrêterai le haut niveau, je continuerai à manger à 90% bio. Et par ailleurs, Romain, je me posais la question, c'est comment en tant que chef d'entreprise aujourd'hui, dans un contexte géopolitique, climatique, qui est quand même compliqué en ce moment, comment tu arrives à garder espoir? Est-ce que tu te sens plus éco-anxieux ou plutôt, je vais dire, tu restes positif ou tu te dis que les choses peuvent continuer à bouger? Est-ce que tu sens voilà, que les choses, en tout cas, se lancent réellement et qu'il y a une prise de conscience vraiment globale pour tout le monde? Bah, je suis partagé en fait. C'est-à-dire que il y a à la fois le côté, si tu suis l'actualité et que tu vois la façon dont le monde évolue, le Trumpisme, la remise en question des problématiques environnementales par toute une partie de la classe politique populiste, bah, évidemment c'est inquiétant. Tu as de quoi être inquiet puisque les problèmes ne font que s'aggraver. Et quand tu vois qu'en face, la prise de conscience, tu as l'impression qu'au niveau politique, elle est de moins en moins forte. Il n'y a qu'à voir un peu quand tu étudies les thèmes de campagne. En général, l'environnement, c'est un thème qui n'arrive pas dans les premiers thèmes, pas du tout dans les premiers thèmes. Donc ça, ça peut, de prime abord, rendre un peu éco-anxieux dans le sens où on se dit, bah, finalement, bah, ça n'avance pas. Et effectivement, je suis aussi convaincu que la solution au problème ne passera obligatoirement par une prise de conscience politique et par des actions politiques. Ça, c'est la réponse un peu pessimiste, un peu négative. En parallèle de ça, on a la chance chez Greenwiz d'être dans un écosystème qui nous permet de voir plein de choses qui sont faites. À la fois au niveau, par exemple, des producteurs. On a plein de nouvelles marques bio qui se lancent tout le temps, avec des gens de plus en plus engagés, avec voilà, des convictions chevillées au corps. Et on a aussi, j'ai la chance de rencontrer aussi des universitaires,
d'autres chefs d'entreprise, des scientifiques, des associations, et on voit qu'il y a plein de choses qui sont en mouvement en fait dans la société. Donc j'ai envie de dire que on a l'impression qu'il y a une espèce de paradoxe où globalement la société est de plus en plus consciente de ce qui se passe. Il y a de plus en plus de choses qui se font. Euh, et le monde politique pour l'instant est à la traîne et ne suit pas le truc. Mais je reste convaincu quand même que le monde politique, in fine, sera obligé de venir à ça, parce que, bah, d'une part, je l'ai dit, la situation ne va faire qu'empirer. Donc, sans être catastrophiste, je veux dire, on voit chaque été qu'il fait de plus en plus chaud, chaque hiver, tu es bien placé pour le savoir, qu'il y a de moins en moins de neige, qui fait de plus en plus chaud. Moi, il y a 15 ans, à Annecy, je racontais ça l'autre jour à à des jeunes qui ne me croyaient pas. J'étais en voiture dans les rues, il y avait des gens en ski de fond qui traversaient au passage piéton. Aujourd'hui, à Annecy, il y a de la neige 2 fois par an, 3 cm qui ont confondu l'après-midi. Donc il y a quand même une évolution qui est indéniable. Et je pense que cette évolution, elle va être de plus en plus forte, donc de plus en plus ressentie par la population. Et donc forcément, ça va amener à un moment donné le monde politique à se positionner. Le pire dans tout ça, en fait, c'est que les partis populistes qui surfent un peu sur la vague anti-environnementale en essayant d'expliquer aux gens que c'est une arnaque, que ça leur coûte plus cher, etc., oublient de dire à la population que les premiers impactés par le changement climatique, c'est justement les plus démunis, les plus pauvres, les plus précaires. Et donc, en fait, sous couvert de dire «Ah, ça coûte de l'argent, c'est à cause de ça que vous n'avez pas, que on, exemple les voitures électriques, exemple les zones à faible émission, etc.» Et ben en fait, c'est l'inverse qu'il faudrait faire. Et les premiers concernés sont ceux à qui on essaie de faire croire que le problème, c'est l'écologie. Voilà. Donc, bah, pour revenir à ta question, je suis à court terme assez pessimiste parce que je vois que le monde politique ne suit pas du tout. À moyen terme, plutôt optimiste dans la capacité de l'homme à se mobiliser et à faire en sorte que les choses évoluent. Et donc toi, ton objectif et ton rôle, au-delà de ton entreprise, c'est Mm. d'accompagner toutes ces actions, qu'elles soient associatives ou que ce soit aussi des personnes qui vont venir à ta rencontre pour mettre des projets en place. Alors d'abord, tu vois, faut être réaliste, hein. Mon rôle, c'est une micro goutte d'eau dans l'océan de ce qu'il faut faire, hein. Et j'ai pas du tout la prétention de dire je vais changer le monde, grâce à moi le monde va changer, etc. Donc pas du tout. Donc Mais chaque petit geste, comme on dit, oui, voilà. chaque pierre Je pense que est importante. la solution de toute façon, elle est globale, elle est collective. Donc moi, juste à ma petite échelle, j'essaye de faire ce que je peux. Donc ce que je peux, c'est bah, essayer de démocratiser l'alimentation bio, essayer de convaincre les gens qu'on peut consommer de façon plus responsable, que c'est possible, que ça ne correspond pas forcément à un train de vie supérieur, par exemple, parce que souvent il y a l'image que c'est plus cher de consommer durablement ou de façon bio, alors qu'on sait très bien que c'est pas vrai et que c'est on peut pas se contenter de comparer deux paniers de la ménagère en disant je prends du bio et je prends pas du bio et l'un est plus cher que l'autre. Oui, c'est sûr, c'est comme ça. Sauf que consommer durablement, ça veut dire changer complètement sa manière de consommer. Donc au final, on va manger moins de viande, on va prendre plus de produits bruts qu'on va travailler, qu'on va cuisiner. Et donc au global, ça coûte pas plus cher. C'est juste un changement. Donc nous, notre rôle chez Greenwiz, c'est ça, c'est essayer de convaincre un maximum de gens d'adopter une consommation responsable. Et puis on essaye d'aider quand on peut des assos, des gens qui s'engagent, des projets. Voilà. Mais encore une fois, enfin, voilà, ne nous voilons pas la face. Ce qu'on fait, c'est microscopique. Euh, Ça va probablement dans la bonne direction, mais voilà, on reste humble. Encore une fois, c'est tout petit ce qu'on fait par rapport à tout ce qui doit être fait, quoi. C'est voilà, quelque part. Je pense que quand je vois des scientifiques absolument incroyables, des universitaires incroyables, qui expliquent les choses, qui montrent, qui essayent de montrer en tout cas, parce que souvent ils n'y arrivent pas malheureusement, la réalité du changement climatique et puis tout ce qu'il faudrait faire, ben, je suis beaucoup plus en admiration de ces gens-là que de ce qu'on fait nous chez Greenwiz. Mais voilà. Et ce qui manque pas globalement à l'échelle nationale, en fait, de connaissances et euh, d'accessibilité en fait à tout ce savoir, à toutes ces personnes en fait qui parlent de ces sujets-là où on les voit trop peu sur les plateaux de Mm. télé ou trop peu d'émissions, de choses comme ça. Est-ce que tu penses il y a aussi un manque de mise en avant de ce sujet-là, Non, en globalement? fait, la problématique du sujet, c'est que c'est un sujet qui est dramatique. En fait, dire aux gens la situation va devenir catastrophique, etc., c'est C'est pas vendeur. anxiogène. C'est pas Hmm, vendeur. c'est pas vendeur. C'est anxiogène.
ça fait pas rêver les gens, c'est difficile. Donc en fait, la problématique, c'est comment est-ce qu'on réussit à changer les imaginaires? C'est-à-dire comment est-ce qu'on réussit à montrer qu'il existe un monde d'après différent, où forcément on fonctionne pas pareil, où probablement la possession devient moins importante, le partage devient plus important. Enfin, il y a plein de choses qui vont changer, c'est un changement complet de paradigme. Essayer de montrer que ce monde-là est bien et va nous amener beaucoup de bonheur, beaucoup de belles choses. Et ça, c'est difficile à faire, et d'autant plus difficile à faire qu'en face, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a du populisme, voilà, des caricatures, des choses qui sont faites. Dès que quelqu'un se positionne comme ça, on va dire que c'est un Khmer vert, voilà, plus de la désinformation, puisque aujourd'hui, par exemple, l'intégralité du monde scientifique est unanime sur la situation, mais on va toujours trouver dans un média un scientifique, un vieux scientifique qui n'a rien à voir avec le climat et qui va faire des déclarations en expliquant que tout ça c'est n'importe quoi, que le réchauffement climatique c'est normal, que l'homme n'a rien à nier pour rien, etc. Donc voilà, ce qu'il faut, c'est qu'on réussisse à vendre, entre guillemets, un nouvel imaginaire, un nouveau projet de société. Mais c'est pas simple. Et il y a des gens qui le font très bien, mais peut-être qu'on manque encore. Tu vois, moi, ce que je pense, c'est que, par exemple, on manque encore de. Tu vois, moi, j'aime par exemple beaucoup les films, les séries, etc. On manque de repères de cet imaginaire-là. On manque de séries qui se passeraient dans ce monde d'après, qui montreraient comment les choses fonctionnent, de films qui se passent après, voilà, tu vois, de choses comme ça. J'allais te dire, justement, et c'est un peu plus philosophique, mais est-ce que le problème, c'est pas que l'être humain et ça fait rien de dire ça, parce que j'ai l'impression de partir dans un podcast philosophique, mais sur France Culture. Mais est-ce que le souci, c'est pas que l'être humain, en fait, croit seulement ce qu'il voit, et que tant que le danger est pas vraiment devant sa porte, en fait, prend pas conscience de ce qui se passe? Ouais, peut-être. D'abord, est-ce qu'il s'agit vraiment de philosophie? Je sais pas. Parce que je pousse pas le sujet, mais non, mais en fait, pour te répondre, peut-être, mais je pense que c'est surtout comment est-ce qu'on réussit à sortir d'un système dans lequel on est depuis des dizaines d'années. Et en fait, l'évolution du système, et notamment, tu vois, par exemple, je prends toute la partie réseaux sociaux qui a tendance à faire en sorte que les gens soient confirmés dans leurs opinions. On va te pousser du contenu qui correspond que à ce à quoi tu penses, etc. Ça a tendance à cliver encore plus. Ouais. Et donc, plus le modèle de société qu'on te vend dans les réseaux sociaux, c'est le modèle de la consommation, la réussite par l'argent. Voilà, enfin, je regarde un réseau social, tu vas très vite voir des gens qui t'expliquent comment gagner 1 million d'euros en 5 minutes, comment investir dans le Bitcoin. Ouais, voilà, comment vendre des crypto-monnaies et devenir richissime. Ils vont te donner des cours alors que même, voilà, on l'a jamais fait pour eux, donc tu te demandes pourquoi ils vont t'expliquer comment le faire. Enfin voilà, c'est ça, le modèle de société qu'on vend aujourd'hui à nos enfants, c'est pas le monde d'après rêvé, tu vois, avec des transformations sociétales importantes, etc. C'est pas ça. C'est comment le matérialisme, comment devenir riche le plus tôt possible. La réussite, c'est la richesse. Réussir ta vie, c'est être riche. C'est ça qu'on vend aujourd'hui. Donc, tu vois, dire c'est de la faute de l'homme, peut-être. Mais en fait, c'est surtout de la faute du système qu'on a construit et qu'on continue à entretenir. Donc, il faudrait déconstruire pour reconstruire. Il faudrait déconstruire pour reconstruire, mais encore une fois, je suis convaincu que ça passera uniquement par, entre autres, par le fait de créer des imaginaires positifs qui vont donner envie aux gens d'aller vers ça, plus le fait que la situation va se dégrader, va naturellement pousser les gens vers la réflexion de comment est-ce qu'on change. Merci Romain. Non mais là, tu as fini tes questions, en fait, tu as plus de questions. Merci Emilia, en tout cas, d'être venue nous rendre visite, et puis, plaisir. Et puis d'avoir répondu à ces questions, et puis d'avoir, au passage, fait un petit peu de philosophie. Oui, bah c'est important de réfléchir.